C'est ce matin que les épreuves du DF ont débuté au Mali. Quelques 349 080 candidats sont répartis entre 2606 centres à travers le pays. La traditionnelle conférence de presse de la DIRPA s'est tenue ce lundi matin pour faire le point de la situation sécuritaire dans le pays. Sport football, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC sont les grands gagnants de la saison. Le point en fin de journal. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Après le cap la semaine dernière, place au DF cette semaine. Ce lundi 3 juin, les épreuves écrites ont démarré et ce jusqu'à mercredi prochain. Au centre d'examen du groupe scolaire franco-arabe de Dar Salam, retrouvons Soumaïla Fani. Ils sont 349 080 candidats inscrits à l'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF cette année 2024. Répartis entre 2106 centres d'examen à travers le pays, les candidats ont démarré ce lundi avec les épreuves écrites du DF et qui se tiendront jusqu'au 5 juin prochain. Je suis confiante. J'ai appris mes leçons, je ne suis pas stressée. Il ne faut pas stresser. Il ne faut pas tricher. Je suis très préparé pour l'examen d'aujourd'hui. J'ai pris mes leçons. Enfin, j'ai décidé moi-même, je ne vais pas tricher. À l'Académie d'enseignement et rive gauche de Bamako, où composent 41 310 candidats, 3 655 surveillants sont mobilisés pour les 152 centres d'examen. Au groupe scolaire franco-arabe de Dar Salam, qui accueille 526 candidats, les responsables scolaires de la circonscription et rive gauche de Bamako ont ouvert les premières enveloppes. Aux candidats de se concentrer et de compter sur leur propre effort. Nous l'avons toujours dit, la rentrée scolaire, c'est depuis le 1er octobre. Et les examens se préparent le 1er octobre aussi. Donc, les candidats doivent rester sereins en salle de classe. Et les parents d'élèves, d'encourager les enfants. Et le suivi parental, il est très nécessaire dans la réussite scolaire des enfants. Et ça, nous l'avons toujours dit, ça commence depuis le 1er octobre. C'est pourquoi je reviens chaque fois sur le 1er octobre. C'est depuis la rentrée scolaire que les parents doivent suivre les enfants, suivre le cursus scolaire des enfants. Donc, le conseil que j'ai à donner, que chacun doit compter sur ses propres efforts. Le DF est le premier diplôme qui offre l'accès à l'enseignement secondaire, d'où l'intérêt des parents à cet examen crucial dans le parcours éducatif de leurs enfants. Nous sommes heureux pour cette année parce que il n'y a pas eu de perturbation par rapport aux élèves, par rapport aux mains, il n'y a pas assez de perturbation. Mais la seule chose qui nous ont fatigués, c'est le problème d'électricité, et ça se comprend. Bon, et les parents aussi ont su se maintenir par rapport à ça parce qu'ils ont poussé les élèves à apprendre pendant la journée. S'il y a de l'électricité, s'il n'y a pas de l'électricité la nuit, le jour, ils apprennent les leçons. Selon le département de l'éducation, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces examens et tout acte de sabotage sera considéré comme délit de cybercriminalité puni par la loi. La DIRPA a tenu ce 3 juin sa traditionnelle conférence de presse mensuelle pour faire le point des dernières évolutions dans le pays en termes de sécurité. Djeneba Samake y était. Le mois de mai a été marqué par la combinaison d'actions aériennes et terrestres qui ont permis d'obtenir des résultats probants sur le terrain. Au niveau du théâtre-centre, le 3 mai 2024, la position Fama de Djafarabé a été attaquée par un groupe armé terroriste, faisant 5 morts et des véhicules endommagés. Le 9 mai, une moto piégée a explosé à 25 km de Nianfunke, entre autres. Dans le théâtre sud notamment, le camp de Mourdia a été attaqué et suite à cela, plusieurs terroristes furent neutralisés et des armes lourdes récupérées. À Diré, 9 jeunes ont été tués alors qu'ils se rendaient à Tombouctou pour les épreuves sportives du concours d'intégration au sein de l'armée. Le 11 mai 2024, le poste de contrôle de Tanabougou a été attaqué par un groupe armé faisant 9 blessés, dont des policiers, des gendarmes et un agent des eaux et forêts. Le 21 mai, la brigade territoriale de Kona a été attaquée par un groupe armé faisant un mort et 2 blessés FAMA. Au mois de février encore, il y a un audio qui faisait état de l'attaque de la localité de Mourdia et des menaces qui avaient été proférées contre
le village de Mourdia. Et c'est à la suite de cette menace que réellement les terroristes ont mis en pratique la menace qu'ils avaient proférée. Le bilan fait état, côté Amé, 5 morts et une douzaine de blessés, 22 véhicules endommagés, légèrement endommagés par les souffles des attaques kamikazes. Côté ennemi, une centaine d'assaillants neutralisés. Et à la date de vendredi encore, il y a le commandant des zones de Kati qui me faisait état de la récupération par les populations d'autres corps, environ 5 corps en brousse. Courant ce mois de mai, alors que les FAMA intensifiaient les opérations antiterroristes, les réductions des terroristes se faisaient également constater. Le 13 mai 2024, la DIRPA a fait savoir qu'un grand terroriste de l'EIGS du nom de Abou Zandin s'est rendu au FAMA dans la localité d'Ansongo. Ce même jour, un autre terroriste de l'EIGS s'est rendu au FAMA à Ansongo également. Et le 14 mai 2024, 6 autres terroristes de l'EIGS se sont rendus au FAMA à Ansongo. Ce même jour, un groupe armé terroriste évoluant à bord de véhicules et à moto a tiré sur des bergers à Koro, situés respectivement à environ 25 km au nord-est de Kemasina, dans l'interfleuve. Le bilan fait état d'un berger tué et un autre emporté. Sur le théâtre Est, également le 19 mai, les FAMA ont lancé une reconnaissance offensive en direction de Tebza et Amassine. Le même jour, Ahmed Ag Amzata, Lamine Ag Bissada et d'autres combattants terroristes ont été neutralisés. En clair, c'est au total 12 attaques directes et 7 incidents des engins explosifs improvisés qui ont été enregistrés au cours du mois de mai, et ainsi que des exactions des terroristes contre les populations civiles. Une augmentation par rapport au mois dernier qui s'explique par la nouvelle posture des FAMA à aller vers l'offensive, la destruction des bases et l'élimination des sanctuaires terroristes. À Ségou, les pharmaciens ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Les discussions avec le gouverneur de la région ont permis de calmer temporairement les ardeurs. Paul Yapinguesson. Ce 3 juin était annoncé comme une journée pharmacie morte dans la ville de Ségou, à l'appel du syndicat national des pharmaciens du Mali, SINAFAM, et du syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée, SINAPO, qui s'injure contre une décision de justice dont la pilule a du mal à passer. Le gouverneur de la région de Ségou, qui a été saisi de ce préavis de grève, a engagé des pourparlers avec les pharmaciens pour un protocole d'accord sur les doléances, ce qui a amené les pharmaciens à privilégier le dialogue social pour la défense des intérêts de leur corporation en acceptant de suspendre le mot d'ordre de grève de 24 heures. Donc maintenant, le gouverneur ne doit pas savoir que vraiment, bien vrai que nous sommes dans le privé, dont nous jouons une mission de santé publique. Donc une grève vraiment de pharmacie dans sa région vraiment va porter beaucoup de préjudice. Donc maintenant, il a souhaité lui-même s'impliquer personnellement. Il est prêt vraiment à rencontrer le ministre de la Justice et le ministre de la Santé pour vraiment leur exposer les faits et que vraiment à leur niveau de disposition idoine soit prise pour vraiment arrêter ce fléau. Donc maintenant, il nous a demandé vraiment de s'asseoir vraiment à notre mot d'ordre de grève. Donc c'est ainsi qu'en Assemblée générale extraordinaire du 1er juin, donc on a convoqué vraiment tous les confrères donc pour leur faire part des échanges qu'on a eu vraiment avec le gouverneur et qu'il a promis vraiment de s'impliquer personnellement donc dans un bref délai pour pouvoir quand même trouver une solution. Donc maintenant, c'est pour cette raison que vraiment on a suspendu le mot d'ordre de grève. À travers cette suspension, le gouverneur et les organisations syndicales des pharmaciens ont convenu de poursuivre la dynamique du dialogue social afin de trouver une issue favorable à l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des pharmaciens en recherchant avec l'ensemble des partenaires sociaux une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. L'une des raisons du débrayage annoncé est, selon les pharmaciens, la complicité des magistrats locaux avec les vendeurs ambulants de médicaments que la corporation combat pour exercice illégal de la profession de pharmacien.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a entamé une nouvelle tournée africaine. Il est arrivé ce lundi dans la nuit en Guinée pour la première fois depuis 2013, selon des médias russes. Après la Guinée, il est attendu au Congo-Brazzaville ce soir pour une visite de 2 jours. Selon des médias congolais, la crise interlibyenne sera au menu des discussions entre le chef de la diplomatie russe et le président congolais Denis Sassou Nguesso. Sergei Lavrov sera au Tchad le mercredi 5 juin et au Burkina Faso à une date non annoncée pour l'heure. Et pour la première fois au Mexique, le pouvoir exécutif sera mené par une femme. Il s'agit de la candidate de la gauche au pouvoir, Claudia Sheinbaum, élue présidente du pays à l'issue de l'élection présidentielle. Aminata Keita. Claudia Sheinbaum est entrée dans l'histoire du Mexique dimanche. À 61 ans, elle devient la première femme présidente du pays. Selon les premiers résultats partiels de l'Institut national électoral du Mexique, Mme Sheinbaum est élue avec 60% des voix devant la candidate de l'opposition, Xochitl Gálvez, qui obtient entre 26 et 28% des voix. Dans sa première déclaration de présidente élue devant ses partisans, Claudia Sheinbaum promet aux Mexicains de contenir la violence du narcotrafic et la violence envers les femmes. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Vamos a ampliar el acceso a los derechos del pueblo de México, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura, es decir, a seguir construyendo un verdadero estado de bienestar. Le Mexique enregistre depuis plusieurs années une moyenne de plus de 30 000 homicides par an, environ 80 par jour, et selon les chiffres de l'ONU, en 2023, le Mexique a enregistré une moyenne de 10 assassinats de femmes par jour. Selon l'actuel président Andrés Manuel López Obrador, les 3/4 des homicides sont liés à des affrontements entre groupes criminels pour le contrôle des marchés locaux de la drogue. Ainsi, la nouvelle présidente promet d'aller vers une politique de zéro impunité face à la violence. Scientifique de formation, Claudia Sheinbaum a été maire de Mexico de 2018 à 2023. Elle prendra officiellement le 1er octobre la tête du pays, succédant à son mentor, le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, pour un mandat de 6 ans jusqu'en 2030. Et en sport, Assetoumani Koulibaly nous dresse le bilan de la saison avec la fin des compétitions nationales. Suivons ensemble. Le chapitre de la saison de football 2023-2024 s'est refermé le samedi 1er juin par la finale de la Coupe du Mali. Une rencontre au cours de laquelle il n'y a pas eu photo entre le Stade malien, grand favori, et Afrique Football Elite, novice à ce stade de la compétition. Les Blancs de Bamako se sont largement imposés 4-0 pour remporter la 23e Coupe du Mali de leur histoire. Ce trophée sauve la saison du Stade malien de Bamako qui a terminé 2e du championnat et a été éliminé en quart de finale de la Coupe CAF par les Ghanéens du Dreams FC. Cette saison a été une énième illustration de la domination des clubs historiques, Stade malien et Djoliba AC, sur le football malien. Les Rouges de Bamako ont de leur côté remporté le championnat national dès la 28e journée, soit à 2 matchs de la fin du championnat. Un 24e titre de champion dans l'histoire du Djoliba, dont le cours de la saison a basculé le 27 décembre 2023, lorsque Mamadou Demba Traoré a pris la suite du Belge Ivan Minert. Cette date, du 27 décembre, est également importante puisqu'elle marque la signature d'une convention entre la Fédération malienne de football et la chaîne TM1, faisant de cette dernière le diffuseur officiel des compétitions nationales. Ce partenariat offre une visibilité inédite au championnat, à la Coupe du Mali ainsi qu'à la Supercoupe. C'est sur TM1 donc que les téléspectateurs et les fans ont suivi avec amertume la descente en 2e division du club olympique de Bamako. Un club historique présent dans l'élite pendant 24 ans,
mais qui, au terme d'une saison galère, descend à l'échelon inférieur. Voilà qui met un terme à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.